que les jeux sont encore ouverts pour tout le monde. Et ça montre, comme le chroniqueur l'a dit, la maturité politique de Boni Yayi en fait. Il a su pêcher le poisson qu'il faut au moment où il faut peut-être. Je pense que c'est sur ce terrain qu'on attend beaucoup plus le chef de l'État, plutôt que de mettre chaque fois la pression sur les uns et les autres. Il faut jouer, la politique est un jeu, il faut jouer, il faut savoir jouer comme cela se doit. Et il y a plusieurs citoyens de ce pays qui attendent véritablement le chef de l'État sur ce plan. Et il l'a fait cette fois-ci, et c'est à l'opposition de pouvoir maintenant en tirer les leçons, se dit, ah, tiens, à un moment donné, c'est sûr qu'on a gaffé. L'honorable Agua l'a dit entre-temps avec cette histoire de vote, du rapport d'activité du président Nago. L'opposition n'a pas toujours su tirer les leçons de ces différentes actions que les gens ont menées à l'Assemblée nationale. Et ça continue, ça peut perdurer dans le temps. On a un peu dormi sur les lauriers. Voilà. Et aujourd'hui, on est en train de constater avec amertume... de la question, François Messam. Oui, André. Aujourd'hui, vous voyez les politiciens de la mouvance, les membres de la majorité présidentielle, dégager une assurance, une certaine sérénité par rapport notamment à cette question de la Sénat. Vous savez pourquoi? Et donc, pourtant que 5 membres, et 5 pour l'opposition aussi, donc le jeu est ouvert. Il y a quelque chose... Ça fait un match nul, mais on a... Vous savez pourquoi? C'est justement à cause de la société civile. Oui. Parce que, et cette assurance, moi, à mon avis, traduit quelque chose. Vous voulez dire ça la sentence du représentant de la société civile semble-t-il connue d'avance, c'est ça? Pourquoi par rapport à un membre de la société civile, l'on est aussi confiant? Pourquoi on est aussi serein par rapport au rôle que doit jouer un membre de la société civile? Donc ça veut dire que quelque part, enfin, il y a anguille sous roche. Donc ce membre de la société civile ne dégage pas toute la neutralité que l'on pourrait exiger de lui. Donc il y a un camp qui pense que, bon, avec lui, on n'a pas de souci à se faire, on doit pouvoir se sortir d'affaire. Donc je pense que c'est une question très très cruciale. La société civile n'a qu'à savoir qu'elle est attendue sur ce terrain-là. Justement, ce que Oscar Ouattara disait dans la chronique d'arbitre, ce qu'il faut souhaiter d'ailleurs, revient à la société civile. Justement. Il faut qu'elle soit neutre. Voilà pourquoi Sulpice disait que la bataille garde encore un incroyable suspense amplifié par la sentence du représentant de la société civile. Un représentant... suspense, moi, je ne sais pas, je ne suis pas totalement d'accord. Est-ce qu'on peut toujours parler de suspense encore? On ne parle pas de suspense parce que la société civile n'a pas encore affiché sa position. Oui. Donc officiellement, le suspense est là. Et le représentant de la société civile peut devenir le président de la Sénat. Ça dépend de comment il joue. Il peut devenir le président de la Sénat. Et ça dépend de ce qu'on lui propose et qui sait bien proposer. Parce que j'ai comme l'impression qu'au niveau de l'opposition, on ne sait pas toujours bien proposer aussi. On n'arrive plus à bien proposer. Parce qu'ils sont arrivés sur le cas d'Arizeko tout à l'heure. On dit, bon, apparemment, il n'y a pas de place. Il y a toujours de place. Si on dit à Darizeko, tu es tête de liste dans la 23e circonscription pour l'Union fait la nation, il y a de place. Il y a une belle place. Donc, il y a toujours de place pour qui sait bien négocier. Vous savez, la situation en Côte d'Ivoire, on l'a parce que Ouattara contrôle la CEI. Tout à fait. Si Ouattara n'avait pas contrôlé la CEI, le résultat du Conseil constitutionnel serait d'emblée résultat. Il n'aurait même pas de problème. Ici, la Sénat ne doit pas proclamer les résultats. Oui, non seulement la Sénat, même si la Sénat ne doit pas proclamer. Ne proclamez pas les résultats provisoires. La Sénat donne les tendances. Non, si la Sénat ne doit pas donner les tendances provisoires, il faut quand même contrôler celle Sénat pour bien centraliser les résultats. Parce que c'est vrai que le maximum se joue dans les urnes, mais malheureusement, il y a quand même un minimum. Non, c'est d'abord dans les urnes. Non, une élection est d'abord une chose politique. Ça se joue dans les urnes, mais il faut compter avec beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement au Bénin seul. Bien sûr. Et on a comme l'impression que l'opposition s'est confinée dans une logique de défaite, tout en criant, tout en vantant son expérience politique. Parce qu'il paraît qu'au niveau de l'Union fait la nation, on a les vieux briscards de la politique, avec la coalition ABT, tout ça. Mais Yayi Boni joue tranquille. Hein. Yayi Boni joue tranquille, sans bruit. Sans bruit. Et je vais faire constater 3 choses. Au niveau de la Cour constitutionnelle, il y a une grande partie de cette opposition qui a donné la majorité à Boni Yayi au niveau de la Cour constitutionnelle. Donc il a gagné tranquillement. Au niveau de la LEPI, il y a quelqu'un qui est passé de l'autre côté très rapidement et c'est encore Yayi Boni qui a gagné. Donc l'EPI contrôlé par Yayi Boni. La Cour constitutionnelle, bon, ses membres sont là-bas. Ça, c'est politique. Ça, c'est les sages. Hein. Oui, les sages, oui, mais je parle de personne. Non, c'est des sages qui vont activer certainement la sagesse. Mais je parle de la configuration politique de la chose. Et maintenant, on attendait la Sénat. Au moment où, au niveau de l'opposition, on gonflait encore les muscles, Yayi Boni sort sa carte, dernier moment. Ah oui. Et il dribble tout le monde.
il prend l'homme précieux, le joker de luxe, et il donne encore le pion à cette opposition. Ça veut dire que Yaya Boni accumule les victoires. Donc, on peut craindre au niveau de la société civile. Non, certainement qu'au niveau de la société civile, comme il sait bien jouer, puisque les autres estiment que lui, Boni Yayi, certainement qu'il n'a pas encore connu une métamorphose, qu'il est toujours novice. Lui, il est là tranquillement, il pousse les dés. Certainement qu'au niveau de la société civile, il va arracher encore ça. Et dans cette logique de victoire de Boni Yayi, on pourrait en arriver aussi à une victoire dans les en tout cas, pour le moment, ça reste un suspense et le débat se mènera en temps utile. Non, nous allons rapidement passer à autre chose, puisque dans l'actualité, il y a encore d'autres sujets qui ont été développés, notamment cette candidature d'Irené Agossa, avec notamment la réponse du président de l'UPR, Issa Salifou, qui estime purement et simplement que le parti ne se reconnaît pas à travers cette déclaration. Oui, c'est logique. Bon, c'est le président du parti qui l'a dit. On n'a pas à douter de ça. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi que parfois il y ait un peu plus de discipline dans les comportements lorsque vous appartenez à un regroupement politique? Il faut quand même consulter les autres et attendre qu'on prenne une décision. Mais lorsque vous faites cavalier seul, que vous allez faire des déclarations, d'abord ce n'est pas une première chez Irené Agossa, et maintenant de surcroît, vous allez vous porter candidat à une élection présidentielle sans l'assentiment des autres membres de votre parti. Je crois quand même qu'il y a un peu de pagaille à ce niveau, André. Oui, je ne parlerai pas de pagaille. Je crois que Agossa, c'est un citoyen et il s'est senti capable de briguer la magistrature suprême. Il se sent détenteur d'un certain nombre de visions par rapport à la gestion de son pays et il s'est porté candidat. Je pense que du point de vue citoyen, à mon avis, il en a le droit. Mais il fait partie d'un parti politique et il y a quand même ce que nous appelons la discipline de groupe qui aurait voulu que les choses se fassent selon les règles qui régissent ce parti. Et c'est là où nous voulons saluer la promptitude du président de ce parti qui a très tôt réagi. Parce que nous sommes dans une période extrêmement délicate où, qui vous souvient, l'honorable Saleh avait annoncé que le G13 ou, si vous voulez un peu, pour faire plus réduit, le PR pourrait avoir son candidat. Vous savez, la confusion, elle est très vite installé. Lorsque Irené Agossa, secrétaire général de ce parti, se porte candidat, les gens pourraient rapidement se dire ah ben, voici le candidat de l'UPR ou bien du G13. Donc il fallait rapidement réagir pour essayer de clarifier. Cette clarification étant faite, je pense que les uns et les autres savent désormais à quoi s'en tenir. Le citoyen Irené Agossa, président d'un mouvement dénommé nationaliste, est candidat aux prochaines élections présidentielles, mais il n'est pas, cela n'engage pas l'UPR, et le président de l'UPR se réserve le temps peut-être de prendre d'autres dispositions conformément aux normes de leur parti politique. Justement, je crois que le bureau exécutif va d'ailleurs se réunir dans les jours à venir pour décider réellement du sort qu'il faut réserver à Irené Agossa, qui a pris à contre-pied donc ce qu'on pourrait appeler la volonté collective des autres membres de ce parti politique. Mineur Abessi, je ne sais pas si vous avez un mot à placer là-dessus. Non, je voudrais dire que Irené Agossa a de célèbres prédécesseurs dans le genre en termes de discipline au sein d'un parti. Je crois qu'il a vu du monde aussi. Et malheureusement, c'est à peu près une caricature du fonctionnement des partis politiques chez nous. Vous vous souvenez notamment de 2006. On va pas forcer sur les traits, un peu de frais. Mais précisément, moi je voudrais plaindre un peu l'UPR. L'UPR qui est tiré a déjà il y a le firmin Modeste Kérékou, et puis il y a le secrétaire général qui fait un peu n'importe quoi, c'est n'importe quoi.com avec Irené Agossa. Je crois qu'il aurait été plus raisonnable, plus responsable, qu'il prenne congé de ses camarades ou qu'il dise lui-même, plutôt que de se faire taper sur les doigts par son président de parti, etc. Je crois qu'il y a quelque chose de dérisoire et de pathétique dans cette affaire-là. Voilà, alors oui, Sulpice Oscar. Oui, ça pose un problème. Voilà quelqu'un qui a envie d'être président de la République et qui dépose sa candidature de cette manière, en étant secrétaire d'un autre parti, il devient candidat et c'est à la télévision que son parti apprend que les candidats. Moi, je pense que c'est pas sérieux. C'est pas trop sérieux. C'est pas trop sérieux, c'est pas bien. Alors, toujours dans l'actualité politique, André Doussa,
On a un nouveau président à la tête de l'Alliance pour l'alternative républicaine. On l'a suivi tout à l'heure dans le bulletin d'information, c'est Moussiba Oufassassi. Oui, les choses auront nous savons ça, mais avant ça, il faut remarquer qu'au fur et à mesure que nous approchons de cette date-là, le 27 février, la campagne électorale prend de l'ampleur. Vous avez vu ce week-end, tous les candidats étaient enfin les probables. On a vu ABT. Avec été à Obama Beach, certains de ses partisans ont eu organisé également des manifestations un peu partout. Adrien Oubedi qui a présenté les vœux à la presse dans une localité reculée et très reculée du Cotonou, et dont les partisans aussi étaient au front, et ainsi de suite. Je pense que ça va être comme ça, et la fièvre va monter un peu plus chaque jour que nous allons faire ce petit pas vers le 27. Et puis, parlant de réorganisation... On a vu aussi, Dassuno du côté de la mosquée de Pangouillon. Ah oui, il y a un gros morceau qui a fait finalement son adhésion, c'est Edgar Alia, voilà, qui désormais fait partie de l'Union fait la nation, donc on l'annonçait dans ABT. Je pense que finalement, à ce niveau-là, la clarification est faite. Il ne manquera plus que, je pense, quelques deux ou trois qui n'ont pas encore fait cette démarche-là. Bon, en ce qui concerne Moussiba Oufassassi, quand on dit Fassassi, vous voyez à peu près à qui ça peut être. Donc voilà, c'est le frère de l'autre tout simplement, qui est maintenant président du parti AAR. Donc c'est un parti qui se réserve aussi le temps de choisir le marigot dans lequel il va pêcher. Donc je pense que tout ça augure, donc, n'est-ce pas, de cette élection. Et puis il faut rappeler que ce n'est pas un nouveau parti, hein, c'est un parti qui est en place depuis 2005. Oui, tout à fait. En fait, c'est un parti politique qui a fusionné avec plusieurs mouvements. Tout à fait. 16, un seul ensemble. Donc, voilà, mais le problème, c'est qu'ici, eux, ils n'ont pas un candidat, ils n'ont pas déclaré leur soutien à quelqu'un, ils veulent avoir une visibilité pour quand même faire le choix au moment opportun. Mais là, il y a quelque chose qui me préoccupe, c'est dans la presse que... oui, tout à fait. Ce matin, je vois bien, oui. Un journal, qui nous parle justement, ça, on revient naturellement au problème de Dari Siro, là. Oui, de Dari Siro. Ce que la presse révèle ce matin est préoccupant. C'est vrai qu'il faut essayer d'investiguer encore pour voir vraiment la véracité de ce qui a été dit, mais c'est déjà très grave. Des accusations graves contre le coordonnateur de l'ALEPI, Bako. Qui aurait été peut-être aurait été le facilitateur, selon la presse, sous réserve de confirmation. Bako, selon la presse, une certaine presse, aurait été le démarcheur de Dari Siro, et c'est lui qui a introduit Dari Siro au chef de l'État. Donc en fait, les journaux ont essayé de révéler des choses graves et qui portent atteinte à la crédibilité même de la LEPI. Certainement que nous y reviendrons, c'est sûr. Oui. Mais là, Bako doit monter au créneau. Parce qu'il y a beaucoup de journaux qui en ont parlé. Même s'il monte au créneau. Même s'il monte au créneau. Pour le moment, ce n'est pas le débat, c'est juste une préoccupation. Il doit monter au créneau pour nous dire ce qui s'est réellement passé. Est-ce qu'il est régulièrement au domicile du chef de l'État? Il faut contrôler le nombre d'appels entre Bako et Boniaï. Donc je pense que on va voir si les opérateurs GSM, le journal des appels de Bako. Si c'est vrai cette affaire, si c'est vrai, mon cher François, c'est très grave. Mais jusqu'ici on n'a pas de preuves. Mais la presse a révélé ça. Ouais, la presse a révélé ça. Oui. Moi je pense que s'il faut vérifier les appels entre Bako et le chef de l'État, il vous dira certainement que c'est dans le cadre de la LEPI que le chef de l'État l'appelle. Moi, les événements qui me semblent, qui ont marqué ce week-end, c'est la cohabitation entre les leaders politiques et les émigrants. J'ai vu Rungbeji avec les émigrants au niveau de la Mangue, et j'ai vu le chef de l'État qui a reçu les émigrants pour un dîner, et qui en a profité d'ailleurs pour parler de la militarisation de certains aspects de la ville. Et il est allé un peu plus loin, il dit il ne faut pas interpréter ça. Moi je pense que c'est déjà une bonne chose que de vouloir sécuriser la ville, mais il ne faut pas trop aussi aller